Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commençons cette nouvelle tranche du 10h midi, comme tous les jours, par l'actualité, les commentaires de l'actualité avec aujourd'hui Alexandre Malafaille. Bonjour, président du think tank Sinopia. Bonjour Valérie. Bonjour à vous, Andrea Cotarac, bonjour. Porte-parole du RN, du Rassemblement National. Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et nous attendons Jean-Baptiste Moreau qui ne devrait pas tarder à arriver, porte-parole du think tank Agriculture, Stratégie et ancien agriculteur. Et Emmanuel Macron ce soir intervient à la télévision, intervient à la Sorbonne, pardon. Oui. Et oui, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il peut relancer la campagne de Valérie Hayé qui visiblement a un peu de soucis à imprimer. La GPA considérée comme une traite d'êtres humains au Parlement européen, on va en parler et c'est dans l'actualité avec une polémique après un tweet de Madame Maréchal, et puis le Rwanda évidemment au cœur de l'actualité avec le Royaume-Uni qui veut expulser ses demandeurs d'asile en situation illégale au Rwanda. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alexandre, on va commencer avec vous. Alors c'est un coup de mi-figue, mi-raisin, j'allais dire un coup de cœur parce que enfin, le gouvernement décide de s'attaquer au serpent de mer de la simplification, voilà, notamment pour la sphère économique qui est écrasée par la bureaucratie de la paperasse. D'ailleurs hier, Bruno Le Maire, dans ses déclarations, a fait le constat en disant un patron de petite entreprise ou d'entreprise de taille intermédiaire, enfin PME, TPE, etc., c'est 8 heures par semaine minimum de paperasse. Ouais. Rien que de paperasse. Ça n'a aucune plus-value, aucune valeur ajoutée. Dans la vraie vie, c'est souvent bien plus. Alors, moi, quand j'entends ce genre de déclaration, j'ai toujours les mêmes images. C'est un peu le pompier pyromane, parce que ce sont les mêmes qui reviennent avec des bonnes propositions, mais après avoir surnormé les choses, surtransposé depuis des années tout ce qui vient de Bruxelles, notamment, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'il faut espérer que ça marche aussi. Il y avait un précédent. Il y a quelques années, sous François Hollande, un certain Thierry Mandon, brillant ministre de François Hollande, avait tenté de s'attaquer à la simplification. Ouais. Il a tenu 1 an et demi. Le système de l'intérieur l'a entravé et il a été muté à l'enseignement supérieur. Alors on verra si le gouvernement déjà parvient à freiner l'inflation avant même de commencer à réduire, mais c'est pas gagné parce qu'au même moment où ils annoncent la simplification, le Bruxelles et la France de fait déploient de nouvelles directives, notamment pour les entreprises, avec une qui s'appelle la CSRD, je fais très court, ouais, mais qui est une usine à gaz phénoménale qui s'applique aux entreprises de plus de 250 collaborateurs. C'est en train de se déployer. Pour donner un ordre d'idée, il y a 1200 critères. Voilà, ça permet d'avoir une lecture de la complexité pour une boîte de 250 personnes. La bande passante pour faire ce genre de choses est très limitée et forcément c'est au détriment d'autres choses. Voilà. Donc ouais, évidemment on va l'appliquer mieux que les autres et ça comme toujours. Moi je m'interroge en fait en tout cas sur la portée, sur l'efficacité, sur la capacité réelle de peser sur le cours des choses. Aujourd'hui sur les CERFA par exemple, il y a 1800 CERFA qui existent, ouais, formulaires fiscaux. Le gouvernement veut les réduire, mais il se donne jusqu'à 2030 pour y parvenir. Donc on est dans des délais qui sont très longs. Et puis après il faut se méfier des effets d'annonce et des belles paroles, parce que je vais te prendre un exemple que j'ai pu vérifier auprès de la FNSEA il y a quelques jours. On a entendu pendant la crise agricole beaucoup parler des haies, la taille des haies dans les campagnes. Il y a 12 textes qui viennent réglementer, et derrière 12 textes, il y a 12 contrôleurs, et derrière 12 textes et 12 contrôleurs, il y a 12 types de sanctions qui peuvent s'appliquer sur un agriculteur qui ne respecte pas correctement les choses. Bon. Ils avaient dit avec Gabriel Attal, on va simplifier, etc. Oui, ils ont simplifié. Ils ont fait un texte dans lequel il y a les 12 dispositifs. Voilà. Donc si vous voulez, à un moment donné, je crois qu'il faudra faire attention à pas trop décevoir les gens sur ce genre d'annonce, sinon ça se mesurera dans les urnes tout simplement comme à chaque fois. J'ai reçu un coup de fil d'un ami à la campagne qui me dit je ne sais pas si j'ai le droit de tailler mes haies. Donc ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il me dit je ne comprends pas, c'est interdit mais en même temps c'est autorisé. Et alors il y avait un auditeur qui posait la question tout à l'heure sur la simplification de la fiche de paye. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Est-ce qu'il faut y voir une volonté ? Est-ce qu'il faut y voir quelque chose ? Je ne sais pas qui comprend, Andrea Cotarac ou non ? Oui, peut-être Jean-Luc. Allez, on renvoie à Jean-Luc Benamias. J'ai regardé la réaction des syndicats représentatifs en France. Ouais. Ils disent attention quoi. Il faut évidemment qu'une fiche de paye, c'est assez difficile à lire. Quand je regarde la mienne, qui fait la retraite, c'est déjà compliqué. Hein. Mais quand même, il y a derrière tout ça des histoires sociales qui sont expliquées. Alors évidemment, il faut arriver à les lire. Mais simplifier quoi dans ces cas-là C'est
pour revenir au fond du problème, tel que l'a dit Alexandre, 2030, on vérifiera si quoi que ce soit a été fait. Non, mais il y a des choses qui vont être faites, c'est sûr. Ouais. Mais si c'est pour faire un texte de 12 textes... Oui, mais ça ne fait... Alors, ils vont arriver à simplifier des choses, ils vont arriver à réduire le nombre de CERFA, c'est évident. Mais malgré tout, l'usine à gaz de toute cette administration est absolument phénoménale. Et sur les fiches de paye, le problème, c'est que l'intention de simplifier, elle est réelle. On peut pas... Tout le monde voit sa fiche de paye, souvent c'est sur 2 pages. Et d'ailleurs, plus aucune entreprise ne peut faire ça tout seul. Il faut externaliser la plupart du temps sa fiche de paye. Sauf qu'il y a tellement de dispositions particulières qu'à chaque fois il y a besoin de mettre une ligne parce que il y a tellement de cas particuliers en fonction de qui on est, de l'âge que l'on a, de son secteur d'activité, de sa convention collective, de son temps de travail, des spécificités particulières liées au fait qu'on a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Tout ça va rentrer en ligne de compte et à la fin on se retrouve avec des dispositions qu'on ne sait pas simplifier parce qu'il faut bien les mentionner quelque part. Il y a pas de la rationalisation touche ses limites liées à la complexité du système dans lequel on évolue. Jean-Baptiste Moreau vient d'arriver. Oui. Alors Bonjour, on a le droit de tailler les haies ou pas? Parce qu'on dit qu'il y a 12 textes. Non, là, on n'a plus le droit en ce moment jusqu'au mois de septembre, puisque ça avait été rallongé d'un mois jusqu'au 16 avril, mais on n'a pas le droit là maintenant jusqu'au mois de septembre pour éviter de détruire les nids, notamment des oiseaux qui sont en train de se faire, qui sont faits déjà dans les. Enfin, il y a 12. Il y a eu des simplifications là-dessus sur les haies. Il y a eu quand même des efforts de fait par le ministère notamment. C'est pas encore parfait, mais il y a eu des efforts de fait. Mais par rapport à ce que disait Alexandre Malafaille, c'est vrai que c'est bien de supprimer les formulaires, mais il faudrait aussi supprimer effectivement la complexité qui est derrière ces formulaires, parce que si c'est juste supprimer le formulaire, ça ne change pas la problématique, notamment pour des entreprises d'accéder à un certain nombre d'aides publiques où il faut tout un tas de conditions. Et c'est pas parce qu'on va supprimer le formulaire en tant que tel qu'on a supprimé toutes les conditions. J'ai assisté à la fin de la conversation, mais je pense que c'était ça l'esprit. Et c'est vrai que c'est une problématique franco-française, mais voilà, de toujours vouloir encadrer de façon très stricte et du coup de créer des usines à gaz un peu partout de façon systématique. Si je puis me permettre un point de commentaire, la seule bonne mesure que je retiens, mais qui vient plutôt effectivement des organisations patronales, notamment le MEDEF, c'est de dire demain, lorsqu'ils vont inventer une nouvelle norme, ils vont commencer par définir un panel d'entreprises test, notamment petites et moyennes, pour voir l'impact. Si jamais ils arrivent à faire passer ça, c'est déjà génial. Je pense que la thématique, elle est essentielle. La lisibilité finalement, parce que vous avez parlé des fiches de paye, comment comprendre notre système social, vous avez parlé de la lisibilité et de la sécurité juridique pour les entreprises, c'est une évidence, et même pour le citoyen, la transparence, parce que là vous parlez des CERFA, mais on sait très bien que à l'Assemblée nationale, quand on parle de simplification, c'est aussi par rapport au millefeuille. Aujourd'hui, il y a des élections, les gens ne savent pas pour qui on vote et ne savent pas pourquoi on vote, parce que c'est extrêmement complexe. Absolument. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, et Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Et vous avez été agriculteur en ce moment même, où dans quelques instants Emmanuel Macron va prononcer un discours à la Sorbonne, un discours sur l'Europe. Alors, est-ce de nature à changer le cours de cette campagne électorale, de cette campagne pour les européennes? On va en parler. La GPA considérée comme une traite d'êtres humains au Parlement européen et le Royaume-Uni qui veut expulser ses demandeurs d'asile au Rwanda. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On continue notre tour de table avec vous. Jean-Luc, on va rester sur l'économie. C'est un coup de gueule, Jean-Luc Benamias? C'est un coup de gueule sur l'Union européenne et le retour d'une politique d'austérité au niveau de l'Union européenne. Ça a été voté au Parlement européen hier par une majorité de la droite parlementaire, d'une majorité des sociodémocrates et d'une majorité du groupe Renew, qui est le groupe dans lequel se trouve Renaissance. La République en marche, pour être simple. On revient après toute la période Covid où les déficits étaient acceptés au-delà des 3%, on revient à la base des 3%. On continue à mélanger fonctionnement et investissement, même s'il y a quelques politiques décidées à la marge par rapport à cela. Ce qui fait que, encore une fois, on n'essaye pas de vraiment faire une Union européenne avec un budget conséquent et en laissant aux pays une liberté par rapport à cela de gérer en grande partie leur budget. Et
on oublie et on mélange effectivement fonctionnement et investissement. Écoutez, et sans mettre une seule seconde une politique budgétaire qui permettrait notamment de taxer les grandes richesses de l'Union européenne, qui permettrait d'abonder le budget et d'éviter de demander aux pays, quels qu'ils soient, de réduire leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement. Voilà, j'ai essayé de faire simple. Oui, je ne sais pas si vous voulez réagir les uns et les autres à cette rigueur budgétaire. Bon, ça vous emballe pas? Non, mais rigueur budgétaire, hein, tout est relatif. Mais les 3%, enfin, je veux dire, on peut pas continuer la cavalcade budgétaire comme elle est à l'œuvre depuis notamment le Covid. Qu'on le veuille ou non, il faut revenir à une base de sérieux budgétaire. C'est l'avenir de nos enfants qu'on hypothèque là. Enfin, on peut toujours dire que la dette c'est virtuel ou toutes les âneries qu'on entend régulièrement. Sauf que la dette c'est de la dette. Quand on a géré une entreprise une fois dans sa vie, on sait très bien qu'on peut pas vivre à crédit avec des budgets en déficit de façon systématique. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire. Oui, mais enfin, la faute à qui, pardon? On se met dans la main des financiers. On se met dans la main des financiers qui peuvent vous imposer à n'importe quel moment des restrictions bien pires. Donc je préfère que le politique prenne la main sur le financier, que ce soit le financier qui ait la main sur le politique et qui à tout moment peut le contraindre à des mesures encore pires. Donc je préfère être maître de mon destin personnellement que de dépendre des agences de notation. Ouais. Et puis je pense qu'il y a aussi une hypocrisie au sein du Parlement européen, puisque ça a été dit, le groupe social-démocrate, dans lequel siège M. Glucksmann et le Parti socialiste, font leur campagne aujourd'hui pour taxer les riches. Et manifestement, lorsqu'ils sont à Bruxelles, ils jouent plutôt aux pyromanes. Et il y a une hypocrisie dans la classe politique française. Moi, je sais que, par exemple, à l'Assemblée nationale, le RN avait proposé une taxe sur les surprofits indus, c'est-à-dire ceux qui sont dus à l'inflation, ceux qui sont dus à des cas de force majeure. Manifestement, tous ces gens-là, y compris les Verts, y compris le Parti socialiste, ont tous voté contre cette proposition du Rassemblement national. Donc l'hypocrisie, je crois, est en train de polluer les vraies idées et le cap qu'on doit donner à l'Union européenne, comme à la France d'ailleurs. Juste un rajout sur les votes d'hier. J'ai dit une majorité du groupe social-démocrate. Dans cette majorité, non, les Français du PS et de Place Publique n'ont pas voté justement cette nouvelle réglementation. Le RN non plus et l'extrême droite non plus, c'est vrai. Mais c'est à ce niveau-là. C'est à chaque fois la même chose. C'est-à-dire qu'on fait des partis politiques. Je finis sur. On va essayer de terminer, Jean-Luc. J'ai entendu le fait que, évidemment, on ne peut pas vivre à crédit tout le temps, c'est totalement logique. Mais mélanger toujours les politiques d'investissement et de fonctionnement. Nous avons besoin de politiques de fonctionnement au niveau des États-nations, de fonctionnement au niveau de l'Union européenne. Et ça n'est pas la même chose, évidemment, que la base d'investissement où nous devons agir par rapport à la crise climatique, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'état du monde tel qu'il est. Donc, on repasse. Si vous voulez, moi, je suis adepte du fait d'augmenter le budget de l'Union européenne avec une répartition dans les différents pays. Et là, on revient en arrière avec tout cela. Enfin, me semble-t-il. On continue ce tour de table. Jean-Baptiste, vous vouliez revenir sur l'agression et la séquestration d'une femme juive à Gennevilliers. Et son viol, a priori, aussi. Ouais. Donc, c'est pour dire qu'il va falloir... Enfin... Au niveau du débat politique et du débat public, il va falloir faire attention à ce qu'on raconte et ce qu'on dit, le tout clivant, le systématiquement stigmatisation, les caricatures de tout poil dont est devenu maître, notamment la France insoumise. Ça a des conséquences concrètes après dans la tête des gens et ça introduit cette espèce de radicalité systématique dans la tête des gens. Donc je dis pas que LFI est responsable de l'acte de cet homme et de ce qu'il a fait. Mais il y a quand même, je suis désolé, dans les idées qu'il propage matin, midi et soir, un certain nombre de vecteurs de violence dont ils devront rendre compte un jour. Je veux dire, aujourd'hui, on a un débat politique qui est systématiquement dans la violence, la caricature, et on n'a plus de débat public et politique, je veux dire, dans la nuance avec des gens qui sont capables de s'entendre et de s'écouter, et surtout de pas stigmatiser systématiquement des responsables à tout. Le SOS je suis une victime.com donne droit absolument à stigmatiser tout et n'importe quoi. Le fait de désigner des responsables à tous les maux, d'un côté les riches, de l'autre côté les émigrés, enfin je veux dire c'est aussi une façon de caricaturer les débats politiques et il n'y a pas de solution simple et simpliste à des problèmes complexes, ça n'existe pas. Mais ça, rien que de dire ça dans le débat public aujourd'hui, vous passez pour un techno ou pour je sais pas quoi, mais ça devient vraiment
évidemment un problème parce que ça aboutit à des actes violents parce que on met dans la tête des gens des choses qui ne sont en plus factuellement pas vraies. Et l'antisémitisme décomplexé d'un certain nombre de responsables politiques aboutit à des actes antisémites qui sont en recrudescence et des actes antisémites qui deviennent violents, comme ça a été le cas pour cette femme juive qui a été séquestrée, violée par un homme qui voulait venger les Palestiniens. Enfin, je veux dire, c'est la loi du talion. Mais les vitupérations permanentes de Jean-Luc Mélenchon finissent par aboutir à ça. Je suis désolé, il a une part de responsabilité dans ce type d'action. Hier, on se posait la question de savoir si on n'en parlait pas un peu trop de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on en a parlé pratiquement tous les jours cette semaine. Donc, c'est lui faire aussi... oui, mais enfin, en même temps, quand vous voyez des sondages où il y a 40% des musulmans qui vont voter pour Manon Brie, finalement, c'est une stratégie peut-être gagnante. Oui, sauf que, alors, ils emmènent cette partie de la population, qui est la population française de religion musulmane, dans une conflictualité qui va finir par arranger les islamistes, parce que c'est exact, ils font exactement ce que les islamistes veulent. C'est-à-dire ranger les musulmans dans une case derrière eux et les emmener comme un seul homme en confrontation face au reste de la société. Alors, je suis désolé, faire société, l'universalisme, c'est pas ça. Ils sont musulmans, c'est leur religion, c'est leur droit le plus strict, mais ça ne doit pas être instrumentalisé à des fins de politique politicienne, parce que c'est juste abject, en fait. Un auditeur nous dit, vous êtes à 2 doigts d'accuser LFI de violer des femmes, le couteau entre les dents. Non, mais j'ai pas dit ça, faut pas raconter. Justement, ben voilà, c'est exactement ce que je dis. On peut faire un débat politique sans être totalement caricaturé. Je dis que le type de propos de caricatural, stigmatisant que propage LFI, oui, ça a des conséquences et ça amène des gens qui vont pas forcément tous les codes pour comprendre les choses à ce type d'action. Oui, il y a une part de responsabilité. Je dis pas que c'est eux qui l'ont fait, évidemment, et qui sont responsables. Ce qui est épouvantable à observer, c'est que tous ces tribuns politiques sont capables de s'exprimer avec des mots qui évidemment les protègent parce qu'ils sont toujours à la frontière d'eux, mais qui sont en revanche très clairs pour tous ceux qui ont envie de comprendre exactement ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire de renforcer l'antisémitisme, fléché, ciblé. Mais quand on voit les images hier encore sur le campus de Columbia aux États-Unis, c'est hallucinant. Ils en sont à dire il faut les tuer. Enfin, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas qu'en France. Non, mais les mots sont prononcés. Il y a même une image où on voit une militante qui a une pancarte et derrière elle il y a des manifestants juifs avec drapeau, etc., à visage découvert. Et la pancarte, elle dit à la branche armée du Hamas, allez les tuer. En les fléchant comme ça. On est à un niveau d'encouragement à la haine et ça se propage partout. Je crois qu'on a perdu le contrôle de ce genre de problématique, sauf que on sait très bien pourquoi c'est fait. À la fois d'un côté, c'est instrumentalisé parce que il y a des finalités électorales, et de l'autre, il y a un but de fond dans cette espèce de tentative de créer des contre-courants de société qui malheureusement nous désarment beaucoup parce que l'État de droit ne sait pas bien y répondre. Non. Moi simplement, très rapidement, je pense que cette violence, ce racisme, cet antisémitisme, tous ces crimes, cette judiciarisation même de la politique, c'est tout simplement le reflet d'une nation fracturée. Fracturée territorialement, on se souvient avec les Gilets jaunes, mais il y a tant d'autres exemples. On se souvient d'une fracture sociale avec la réforme des retraites, les 49.3, le refus d'écouter du pouvoir. C'est une fracture ethnique de plus en plus, communautariste, et même religieuse. Quand on voit chaque jour, chaque semaine, des islamistes, une idéologie politique qui souhaite mettre à bas et fracturer la nation française. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. On est d'abord tous français, et je prendrai le cas de Mayotte. Mayotte, 95% de musulmans sunnites. Marine Le Pen, 56% au second tour. Pourquoi ? Parce que c'est pas un vote religieux. C'est qu'ils veulent rester français. C'est qu'ils veulent lutter contre l'immigration, contre l'insécurité. Il faut revenir, si vous voulez, aux fondamentaux. On est tous français et on veut savoir où on va. Aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, avec l'irresponsabilité de certains partis politiques, qui attisent finalement la fracture pour avoir des voix électorales. Mais on ne fait pas des voix sur le dos de la France et de l'unité de la nation. Non. Absolument. Jean-Luc, un mot ou pas ? Clairement, la situation internationale, géopolitique internationale, la situation entre Israël et Gaza et Israël et la Palestine est une situation d'une complexité absolue. Je ne crois pas, moi, qu'il y ait un retour de l'antisémitisme en France de manière extrêmement puissante. Je ne crois pas que différentes formations... Parlez-en aux Juifs. Je ne crois pas qu'il y ait dans différentes formations politiques, quelles qu'elles soient, des volontés d'antisémitisme en France. Je ne parle pas des ultras qui peuvent exister, mais c'est vraiment à la marge.
mettre sur le dos toute cette politique de dénonciation de l'antisémitisme ou d'accusation d'antisémitisme sur le dos de la LFI. Je suis pas LFI pour autant, mais sérieusement, ça commence à bien faire. Jean-Luc, c'est quand même un peu clientéliste. Il va y avoir des procès pour antisémitisme, alors qu'ils se fassent. Et on verra ce que décidera la justice par rapport à ces déclarations. Je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui de politique réellement antisémite dans les grandes organisations françaises. Mais ça peut pas être écrit. Sinon, effectivement, s'il y avait un document qui écrivait ça, mais ça peut être pensé, ça peut être théorisé. Mais enfin, pardon, mais quand même, les résultats, l'instrumentalisation électorale, elle est factuelle. On la voit. Mais les résultats le démontrent, donc ça va bien dire quelque chose. Elle n'est pas cette instrumentalisation électorale, excusez-moi, mais pas du fait que de la LFI. Enfin, Jean-Luc, il y a une réalité aujourd'hui en France. Parler avec nos concitoyens de confession juive. Ça m'arrive, Valérie. Oui, quand on change son nom sur sa boîte aux lettres, quand on évite. Je ne change pas mon nom et pourtant il est d'origine juive. Oui, mais je peux vous dire que certaines personnes de confession juive aujourd'hui ne se sentent pas en sécurité en France. J'entends, Valérie. Non, mais les chiffres le démontrent, là aussi. Là, plus 900%, je crois, je ne sais plus, d'augmentation d'actes antisémites. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci, Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. Alors Andrea, vous vouliez revenir sur la délinquance des mineurs. On en a beaucoup parlé cette semaine. Vous aviez un angle différent. Oui, si vous voulez, je prends un peu de recul malgré la tristesse et les faits, finalement, là encore, la petite Samara sur Montpellier, le petit Chemseddine. On a eu Gabriel Attal qui est monté au créneau en disant qu'il fallait réfléchir à cette question-là, qu'il y avait une montée de l'ensauvagement et même de la barbarie chez notamment des personnes mineures, en tout cas de plus en plus jeunes. On a eu Emmanuel Macron qui nous a dit qu'il fallait faire une grande concertation avec tout le monde pour savoir s'il y a vraiment un problème. Enfin, pardon, mais les chiffres sont là. On a en France 1 mis en cause sur 10 pour coups et blessures qui a entre 13 et 17 ans. 1 sur 5 mis en cause pour trafic de drogue qui a entre 13 et 17 ans. Pareil, 1 sur 3 pour les agressions avec armes. Donc finalement, on a un gouvernement qui est au pouvoir depuis 7 ans et qui, aujourd'hui, assume son propre échec finalement, son propre aveu. L'ensauvagement augmente, les chiffres du ministère de l'Intérieur le prouvent aussi. Nous, on a demandé de savoir combien il y avait d'attaques au couteau en France, puisque le dernier chiffre, c'était 44 000 victimes entre 2015 et 2017, c'est-à-dire 120 attaques au couteau par jour. Depuis, on n'a plus aucun chiffre. Donc, on a demandé au ministère de l'Intérieur ce qu'il en était. Et pardon, mais moi, je me souviens aussi... quand le RN disait qu'il fallait supprimer, alors ça ne réglera pas tout, mais entre autres, les symboles sont forts, supprimer les aides sociales aux parents d'enfants mineurs multirécidivistes, il y a quand même beaucoup de conditions. Tout le monde nous avait sauté dessus en disant mais non, ça n'a rien à voir avec les parents. Pardon, quand j'entends le Premier ministre qui va dans un internat faire l'éloge de l'internat, faire l'éloge des enfants qu'on prend parce qu'ils sont en décrochage et qu'il ne faut pas qu'ils aient de mauvaises fréquentations. Non, quand on prend un enfant et qu'on le met dans un internat, d'abord et avant tout, c'est parce que les parents sont défaillants. En tout cas, il y a une réelle interrogation à avoir là-dessus. Enfin, défaillants ou dépassés. Il y a peut-être une nuance, parce que là, la plupart des enfants qui sont dans l'internat ils sont par la volonté de leurs parents. Oui, mais de facto, quand on prend un enfant, ça veut dire qu'il y a la question aussi des parents et de l'éducation des parents, question qu'ils ont toujours évité. Donc moi, je suis étonné d'abord de la lenteur. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Je suis étonné par les faits. Jour après jour, semaine après semaine. Et il y a une question avec un peu de recul que je pose à tout le monde, c'est quelle France on prépare ? Quelle France on prépare ? Alors d'abord sur la violence, mais aussi à l'école. Quand je sais qu'un professeur sur 2 s'auto-censure à parler de laïcité, par exemple, on parlait de valeurs tout à l'heure, quelle France on prépare pour demain ? C'est vraiment la question que je pose. Et surtout, la question est aussi des enseignants qui ne sont pas, qui manquent dans les classes, qui manquent dans les classes. Mais on en a parlé la semaine dernière sur ce plateau, Valérie. Il y a un enjeu aussi de détection précoce justement de ces parents défaillants, parce que ces parents ils sont d'abord défaillants avant d'être dépassés, et plus on va prendre le problème tôt et à la racine, quitte à même sur des jeunes enfants intervenir
plus précocement pour éviter justement qu'on en arrive à ces situations-là. Et ça, c'est tout un enjeu. Et les internats, enfin, le Premier ministre en a parlé, je pense que c'est sans doute une solution. Les sortir de leur milieu, effectivement, c'est sans doute une solution. Après, l'État ne peut pas substituer partout aux parents. Enfin, je veux dire, il ne faut pas penser que ce sont les professeurs qui vont se substituer aux parents. Mais il faut d'abord détecter le plus précocement possible, parce que c'est faisable en plus. Enfin, les instituts sont en première ligne et ils détectent, mais ce qu'on voit, c'est que il y a dans le parcours d'information, ils détectent, mais après il se passe rien, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si j'ai juste un mot à dire, c'est que oui, l'État ne peut pas se substituer à tout ou mettre un policier dans chaque classe, bien évidemment. Mais quand on a un phénomène qui vraiment, c'est pas une multiplication de faits, c'est un phénomène dans notre pays d'ensauvagement de la société, l'État a le devoir de protéger les citoyens, le devoir de protéger certains enfants. Et deuxièmement, moi je suis d'accord pour agir précocement. Mais ça me fait penser à Nicolas Sarkozy. C'est pas hier Nicolas Sarkozy qui disait qu'il fallait le détecter dès la maternelle. Bien sûr. Donc si vous voulez, on tourne en rond et pourtant les victimes, elles s'accumulent. Ouais. Et puis je rappelle cet adolescent de 16 ans qui a été interpellé hier, soupçonné de préparer une tuerie de masse dans un lycée à Antibes, 16 ans. Mais je pense que je ne sais pas quelle substance prennent nos politiques. Écoutez Muriel Pénicaud pas Muriel Pénicaud, Madame Belloubet, Belloubet qui évoquait le cas des éléments perturbateurs. L'élève perturbateur, il peut être perturbateur parce qu'il est en difficulté physique ou parce qu'il y a un handicap. Dans ce cas-là, nous avons des réponses adaptées. Soit nous mettons en place un assistant d'éducation handicap, soit nous avons des dispositifs spécifiques de prise en charge. Il peut être perturbateur parce qu'il est en difficulté dans sa famille. Dans ce cas-là, effectivement, il y a des signalements qui peuvent être faits, mais également l'école répond par la prise en charge spécifique de ses élèves. Voilà, donc pour la ministre de l'Éducation, les éléments perturbateurs sont des enfants porteurs de handicap. C'est très réducteur et c'est pas le fond du problème. Être plus à côté de la plaque, je crois que c'est difficile. C'est pas le fond du problème. Par contre, là où on a un vrai sujet, c'est sur la pédopsychiatrie. Moi, je viens d'un département aujourd'hui, la Creuse, où vous avez 0 pédopsychiatre. Vous n'en avez plus aucun. C'est-à-dire qu'au minimum, vous avez 1 heure à 1h30 de route pour aller voir un pédopsychiatre quand vous avez un enfant qui est en difficulté. Ce qui est certain, c'est qu'on peut pas mettre sur le même plan des enfants handicapés qui peuvent poser des problèmes particuliers dans une classe. Parce qu'en effet, bien souvent, on les prend pas en considération. Il y a pas toujours les moyens qui vont bien. Et puis en fait, c'est vrai que on est dans un pays où on a très très longtemps, on cache tout en France. On a caché tous les problèmes liés à l'islamisation rampante de la société. On voulait pas la voir. On a caché les méfaits de l'absence d'autorité en disant mais vous inquiétez pas, tout le monde va bien, c'est le bon sauvage partout, pas de problème. Et puis ce type de problèmes qui sont liés au handicap, on les a cachés. C'est-à-dire, on n'aime pas voir le monde du handicap en France, c'est un sujet majeur. D'autres pays sont beaucoup plus en avance que nous de ce point de vue-là. Et à l'école, c'est vrai que c'est très souvent pas pris en considération. Mais de là à mettre sur le même plan les enfants turbulents et les enfants handicapés, c'est une espèce de... C'est lunaire. Il y a des parents d'enfants handicapés qui ont réagi, évidemment. Puis je voulais vous faire écouter aussi Anne Hidalgo, qui elle aussi, je ne sais pas quelle substance elle prend. Écoutez, elle parlait des Jeux Olympiques. On peut essayer d'aller chercher son bonheur. En tous les cas, je vous y invite, je vous assure, ça fera du bien, ça fait des économies à la sécurité sociale. Parce que quand on est plus heureux, voilà, ça va mieux. C'est vrai que ça fera moins marcher l'industrie des psychotropes, mais c'est pas grave. On s'en portera tous beaucoup mieux. Et je pense que ce bonheur-là, on peut le trouver dans cette belle aventure humaine que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, bienvenue à Paris pour célébrer la fête, la joie et le bonheur d'être ensemble et de partager. Donc on abandonne les psychotropes et on fait faire des économies. Le bonheur, voilà, c'est les Jeux Olympiques là aussi. La question c'est qu'est-ce qu'elle prend comme substance pour dire ça, on peut se poser la question. Non, mais c'est on est plus surpris par les 1,5% finalement, parce que franchement, à ce niveau de déconnexion du pays, c'est quand même assez rare. Jean-Luc, on vous a pas entendu sur les deux sujets. Là, je sais pas ce qu'ils prennent, mais c'est pareil que pour certains athlètes par ailleurs, mais ça peut exister en tous les cas. Mais c'est très contrôlé, au moins à ce niveau, au niveau des athlètes. Non, je veux revenir au sujet central. L'absence, je pensais à ça là. Tout ce qui faisait mouvement d'éducation populaire, association d'éducation populaire, centres sociaux, mouvement, tout ce qui était MJC et autres, malheureusement ont largement disparu. Je dis pas que ça réglerait tout. Je pense que quand même, le fait qu'il y ait un certain nombre de mouvements de jeunesse qui structurent la société, qui puissent aider les parents en difficulté,
voilà, ces choses-là ont été abandonnées au fur et à mesure, ou ça s'est abandonné tout seul. Oui, parce que Jean-Luc, c'est symptomatique. Je suis d'accord. Moi, j'étais fervent partisan et ma mère était à la Ligue de l'enseignement, donc voilà, je connais toutes ces organisations-là. Mais c'est même au-delà. C'est symptomatique de la société en fait. C'est parce que ces associations, elles ont un peu abandonné le terrain, pas par, enfin, sans doute des problèmes de financement, mais surtout par manque de bénévoles et de gens qui veulent s'impliquer dans ces associations-là. Bénévoles ou salariés, bon sang. Bénévoles, mais bon sang qu'on mette les moyens, qu'on paye. On va payer quoi? Qui va aller dans les centres éducatifs? Qui on va fermer? Où sont les gens? Voilà, avec quels moyens? Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue de débattre avec vous. On a parlé de la délinquance des mineurs, on a parlé de beaucoup de choses. Le président de la République en ce moment même vient de commencer son discours à la Sorbonne, non pas devant des élèves, je suis un petit peu sur le fil de X. Il y a très peu d'étudiants en fait dans cette salle de la Sorbonne, hautement symbolique. Il va parler de l'Europe, 1h30 de discours. Pourquoi faire? 100 députés européens. 100 députés européens, c'est ce qu'on disait. Parce qu'ils sont en session extraordinaire. C'est curieux, non, Jean-Luc, cette date? C'est la dernière session, surtout. C'est la dernière session à Strasbourg, et après il siège. C'est la dernière session. Mais c'est-à-dire que c'est assez extraordinaire. Je pense à la campagne délicate et difficile de Valérie Ayer. Ouais. Ils sont pas là, quoi. Donc, quel choix étonnant. Il pouvait faire ça la semaine prochaine. C'est pas que c'était pas si pressé que ça. C'est un choix absolument incroyable. Je serais à la place de la liste de Valérie Ayer. Je me dirais, mais il veut vraiment absolument pas qu'on passe la barre des 15. Hein. Ça aurait changé quoi, cela dit, si les députés européens avaient été là assis, ça mettait plus de poids. Au moins, c'était les prendre en considération. Déjà, ils ont une campagne difficile. Après, je peux comprendre, puisque ce discours-là, et c'est la suite du discours 1 de la Sorbonne qui avait été tenu par le président en 2017. Donc, il n'a pas pour but intrinsèque de participer à la campagne présidentielle, à la campagne européenne, même si. Sinon, il faut, ça veut dire qu'il faut le rentrer dans les comptes de campagne de la campagne européenne, et je suis pas sûr que ce soit ça qui va être fait, honnêtement. Globalement, je pense que ce discours, il est plus attendu à l'extérieur de la France que dans le pays, hélas. C'est-à-dire que ce qu'il va dire ce matin, je sais pas exactement le contenu, même si j'ai à peu près une idée, c'est surtout les grandes directions vers lesquelles lui souhaite voir évoluer l'Union européenne en tant qu'Europe puissance dans les années qui viennent. Et c'est un peu dans la continuité de ce qu'il avait lancé en 2017. Et ça va au-delà uniquement du Parlement européen, mais ça s'adresse aussi aux chefs d'État et de gouvernement des différents pays de l'Union européenne. Donc c'est pas uniquement destiné à la campagne des européennes, même si c'est sa vision, évidemment, de l'Europe et de ce qu'il veut pour l'avenir de l'Europe. Donc c'est dans la continuité. Après, c'est vrai que j'étais à Strasbourg hier, moi, au Parlement européen sur la journée. Bon, effectivement, il va pas y avoir grand monde au niveau des députés européens, parce qu'ils ont leur dernière session en tout, parce que c'est-à-dire ils ne siégeront plus non plus à Bruxelles avant les élections. C'est ce soir que ça se finit. Donc effectivement, il y a peu de gens qui vont avoir fait le déplacement. Moi, je suis pas dupe. Je suis pas sûr que ça s'adresse aux chefs d'État et de gouvernement. Il y a quelques dizaines d'étudiants d'abord à la Sorbonne, et ça part mal aussi, si tant est que ce soit en direction des chefs d'État et de gouvernement, puisque à Bruxelles, à Strasbourg, aujourd'hui, il y a un vote des parlementaires contre la Russie et sur l'Ukraine, un vote extrêmement important. Et Emmanuel Macron a décidé en même temps de convoquer tous les députés européens français à la Sorbonne, et donc de ne pas voter, de ne pas participer à un tel débat. Ça part très mal, si tant est qu'il veuille faire un discours pour les chefs d'État et de gouvernement. Oui. Et j'ajoute un dernier point, c'est que, alors il veut rajouter des frontières, on dit qu'il est contre l'immigration ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, il a fait l'exact inverse, on ne sait plus qui croire. L'Union européenne a eu un record d'immigration cette année. La France a un record de demandes de droit d'asile. On a eu une crise des agriculteurs récemment. Monsieur Attal avait dit les traités de libre-échange c'est terminé, à commencer par le Mercosur. L'Union européenne fait l'exact inverse avec l'accord d'Emmanuel Macron qui a validé le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Bon, je suis pas dupe sur le fait qu'il veuille rattraper un petit peu une campagne ratée de Madame Ayer, mais s'il le fait comme ça, je pense que c'est encore davantage raté. Oui, Alexandre Malafaille. L'influence en fait d'un tel discours sur le vote du 9 juin, à mon avis, est très relative. C'est-à-dire, il va parler essentiellement à ceux qui aiment bien l'écouter,
L'impact hors de nos frontières dans le contexte actuel est, à mon avis, relatif. Évidemment, les chefs d'État, de gouvernement, enfin le monde politique va écouter ce qui est dit, parce que de fait, ça reste un chef d'État volontariste, européiste, et qui fait de l'Europe un vrai cheval de bataille. Après, les grands discours, c'est vrai que pour le quotidien des gens, ça n'a pas beaucoup d'effet. Il y a toujours un risque déceptif. On l'a vu sur tous les grands discours du président de la République, quand il a promis le retour des jours heureux, on se demande où ils sont. Il fallait quand même oser la sortir, celle-là. Bon, c'est tout le problème de ces prises de parole. Moi, je me méfie beaucoup de cette espèce de logorée déclarative qui, au bout du compte, en fait, a un effet. C'est qu'elle provoque, je le disais, souvent de vraies déceptions de la part des gens parce qu'ils trouvent ça très, très, très décalé, puis ils voient pas le concret. C'est comme quand il y a des inondations dans les Hauts-de-France, on envoie 11 ministres, un premier ministre et un président, ça change pas les inondations. C'est-à-dire, donc il y a un décalage entre la parole et les actes, et après, en revanche, ça a un effet direct sur l'électorat, et ça renforce des votes de type RN, parce que les gens se disent ras-le-bol. Donc il faut qu'on fasse attention. Après, il y a un point sur lequel je voudrais insister, je ne sais pas ce qu'il va dire, parce qu'en plus, on ne peut pas l'écouter à l'instant T. Merci Valérie. J'ai cru comprendre que le 25 juin, donc juste après les élections européennes, il y aura un grand sommet de l'Union européenne, des chefs d'État et de gouvernement, et ils étaient en train de se mettre d'accord, en dehors de toute, je dirais, approche des conséquences démocratiques du 9 juin, ils sont en train de se mettre d'accord ensemble sur la feuille de route des 5 prochaines années. Alors, je veux bien qu'on méprise à ce point-là la démocratie, mais peut-être pas quand même le faire de manière aussi grossière, parce que c'est pas bien. C'est-à-dire que si on trace une feuille de route et qu'on tient pas compte du résultat des urnes, et que cette feuille de route veut ouvrir apparemment de nouveaux horizons, y compris sur le recours à l'endettement de l'Union européenne, pour pouvoir financer notamment la recherche et les grands projets stratégiques dont l'Union a besoin. Ce serait peut-être bien de tenir un peu compte de ce que disent les Européens avant de commencer à faire une feuille de route. Voilà. Mais bon, après, on s'étonne qu'après les gens soient énervés. La feuille de route, j'en ai parlé au début de l'émission, elle a déjà été faite. C'est la feuille de route de plus d'endettement au-delà des 3%. C'est ça la feuille de route. Oui, mais il y a une volonté, sur ce sujet, il y a une volonté de dire l'Union européenne, en fait, aujourd'hui est à 70% d'endettement par rapport aux États-Unis qui sont à 130%. Voilà. Ouais. Donc il y a une marge, et les Américains sont toujours très devant sur la construction des grands géants, sur l'initiative technologique, etc. On n'est pas bon là-dessus. Nous, on consacre 4 points du PIB européen à la mise en œuvre des normes. Les Américains consacrent 4 points du PIB américain à la R&D, voilà, la recherche et développement. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Donc l'un des leviers, c'est peut-être de dire bon, il faudra bien faire un peu des économies sur le fonctionnement, et la France serait bien placée pour le faire. En revanche, peut-être trouver des centaines de milliards d'euros, mais mieux investis, parce qu'on a déjà investi beaucoup. Je prends l'exemple de la recherche en particulier. L'Union européenne a investi des dizaines de milliards, mais sur 37 000 projets. Quand vous investissez dans 37 000 projets, le saupoudrage fait que vous ne suivez rien et rien n'est efficace. Donc il y a un moment donné de priorité stratégique à faire, mais il y a un besoin de moyens pour franchir un certain nombre de difficultés qu'on a devant nous. Pour parler plus de la forme, c'est-à-dire ce discours qui est dénoncé à la fois par le Rassemblement national et par la France insoumise, qui voit une intervention très claire du chef de l'État dans la politique, dans la campagne. Je pense qu'ils n'ont pas fini, parce qu'on va en reparler, mais il s'impliquera encore plus que ça, je pense, dans la campagne globalement, dans les semaines qui viennent. Mais peu importe. Mais surtout qu'il y a les cérémonies du 6 juin. Puis même avant. Enfin, je veux dire, il y aura certainement des prises de parole encore plus partisanes, on va dire, que celle-là. C'est un discours électoral. C'est ce qu'a dit Thierry Mariani. Il utilise son rôle de président pour faire campagne, une grave atteinte à la démocratie. C'est ce que dit Manon Aubry. Non, c'est le président de la République et il donne sa vision de l'Europe. Ça me semble pas complètement aberrant. Qu'elle corresponde plus à certains partis qu'à d'autres. Oui, évidemment. Il a une candidate qu'il soutient. Il soutient une candidate. Oui, que sa vision de l'Europe soit différente de celle du RN et des LFI, oui, ça me semble assez évident, oui. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas le droit de l'exprimer. Il y a quand même toujours une immense ambiguïté, pour le dire comme ça. À chaque fois qu'il y a une grande campagne, et notamment on l'a vu avec la fin d'Emmanuel Macron sur le premier quinquennat, il s'est mis en campagne 6 mois avant, il a fait tout ce qu'il voulait tout seul, c'était pas pris en compte. Voilà, il a les leviers présidentiels entre les mains, et il y a une ambiguïté majeure sur à quel moment c'est partisan et à quel moment c'est d'intérêt général et au-dessus des partis. Oui, non, c'est les règles du jeu qui, à mon avis, c'est les règles du jeu qui sont pas bonnes. C'est pas une problème de règles du jeu. Il a décidé visiblement, en tout cas, de dramatiser là dans les alertes que nous recevons. C'est l'Europe est mortelle, elle peut mourir. Ah oui, voilà. Bien sûr qu'elle peut mourir, évidemment. Si on a un retour au nationalisme, elle mourra de force. C'est faire peur, c'est ça. Non, c'est une réalité. Enfin, je veux dire, si on a un retour au nationalisme dans toute l'Union européenne, l'Europe mourra, oui, évidemment. Enfin, je veux dire, Andrea, nationalisme. Entre 0 et 20, on peut quand même discuter des faits. Je veux dire, les agriculteurs sont impactés directement par une politique de l'Union européenne. Il y a un agriculteur sur 3 qui gagne 350 € par
par mois. Il y a, excusez-moi, oui, mais les Français, ils connaissent aussi leur quotidien. Il y a un lien entre l'immigration et la délinquance qui est factuel, que ce soit les chiffres du ministère de l'Intérieur dans les transports en commun en Ile-de-France, que ce soit dans les prisons, 24% sont de nationalité étrangère. Vous allez dans la prison de Nice, c'est 60% de personnes qui sont de nationalité étrangère. Il y a un record de demandes d'asile. Monsieur Macron avait promis 100% d'exécution des OQTF en 2019. Dernier chiffre, 6,4%. Donc ça, c'est la réalité. Donc on peut toujours parler de l'Europe est mortelle ou je ne sais quoi. C'est le quotidien aujourd'hui qui est mortel pour les Français, qui s'appauvrissent avec des services publics qui se cassent la gueule. C'est ça la réalité aujourd'hui du pays. Et les Français veulent des réponses. Manifestement, M. Macron n'est pas le président des Français, il est le président de sa liste de Valérie Hayé, puisque vous vous souvenez, il continue à installer exactement, au début du Conseil européen le dernier, l'Élysée publie une vidéo quand même où il dit que M. Macron a sa candidate, c'est Valérie Hayé, c'est la meilleure, etc. Et devant la polémique de cette vidéo, l'Élysée retire cette vidéo. Donc on voit bien quand même que nous ne sommes pas dupes, quoi. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de la GPA avec vous dans un instant, considérée comme une traite d'êtres humains au Parlement européen. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons revenir sur cette décision hier du Parlement européen. Donc, la GPA est considérée donc comme de l'esclavage d'êtres humains, comme de la traite d'êtres humains. C'est ce qui a été hier exprimé au Parlement européen. Je rappelle que c'est interdit en France. Malgré tout, il y a des couples homosexuels qui y ont recours dans des pays où c'est autorisé, comme les États-Unis, notamment le Canada. Les pays, on était en train de regarder les pays, il y a certains pays où c'est autorisé, enfin de façon non interdite, comme la Belgique. Donc là, la loi est beaucoup plus ouverte. En Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne et en Slovaquie, aucune législation n'interdit cette pratique. Elle est donc autorisée de fait. En Roumanie et en Irlande, elle est encadrée. Donc il y a quand même certains pays qui l'autorisent, et avec cette espèce de vide juridique. Enfin, il n'y a pas de compliqué où c'est interdit en France. Néanmoins, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants nés de GPA. Mais c'est valable pour la GPA comme pour beaucoup d'autres choses. L'Europe n'est pas unie, elle n'est pas à l'écart du monde. Donc à partir de là, même la France, je parle de la France. Oui, mais même la France. Enfin, je veux dire, la commercialisation du corps humain est un problème, effectivement. Enfin, je veux dire, il y a au niveau éthique, il y a des choses à réfléchir à ce niveau-là. Mais là, la situation actuelle, on peut toujours l'interdire sur l'entièreté de l'Union européenne. Ceux qui ont les moyens iront le faire aux USA. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils feront pas, quoi. Voilà. Donc c'est un peu de l'hypocrisie quand même globalement pour moi de ce prise de position là, puisque de fait, ça n'empêchera pas à ceux qui en ont les moyens d'aller aux États-Unis le faire. Donc, mais l'hypocrisie, elle est sur les moyens, mais elle n'est pas tellement sur les moyens. Elle est aussi sur l'interdiction. L'interdiction et en même temps l'acceptation. Enfin, il y a une Andrea peut-être. Non, mais d'abord que l'Union européenne et le Parlement européen arrêtent de s'occuper des affaires qui sont le choix des nations. Vous l'avez dit, il y a tel pays qui accepte, tel autre. Enfin, de quel droit le Parlement européen, là aussi sur la GPA, parle de traite inhumaine. Ils auraient pu aussi parler de traite inhumaine sur les rapports de Frontex qui font lien entre les ONG et les mafias libyennes en matière d'immigration. Mais c'est encore autre chose. Moi, à titre personnel, sur la GPA, j'y suis, à titre personnel, c'est un débat philosophique, moral, éthique, opposé. Et c'est pas une histoire de... des religieux, des chrétiens, etc., qui sont opposés. Il y a des révolutionnaires comme Jean-Claude Michéa qui explique extrêmement bien le fait que un couple de pays du Nord riches qui se permet de louer le corps d'une femme pauvre, manifestement, philosophiquement, pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'avoir un monde dans lequel on loue le corps des femmes. Je rappelle quand même que la location des corps est interdite par le Code civil français. Oui. Non, mais je suis complètement d'accord, sauf que c'est la réalité d'aujourd'hui. Ça. Pour ma part, je suis totalement en désaccord avec vous. Je pense que le bon périmètre, c'est le périmètre de l'Union européenne.
nous sommes reliés par quelque chose de fondamental, et c'est à peu près la seule chose qui relie tous les pays d'Europe, c'est le cadre de l'état de droit. Alors après, il faut voir ce qu'on met au niveau, bien sûr, de ces droits. Mais il y a quand même des principes fondateurs. Tous les pays ont signé les textes qui nous relient aujourd'hui. Et après, chacun peut faire le choix de s'en affranchir. Mais l'état de droit, je rappelle, c'est le recours à la force sous contrôle de la justice, et tout ça avec des valeurs qui régulent le tout. Voilà, donc il faut faire très attention de quoi on parle. Est-ce que la GPA rentre là-dedans? Alors, moi, c'est ma question. J'ai jamais vu parler de GPA en matière d'état de droit. À partir du moment où la GPA, mais attendez, la GPA, c'est une problématique de pratique et d'exploitation de la personne humaine, d'abus de la dignité de la personne humaine, et c'est un sujet éthique. Oui, à l'échelle d'un continent comme celui de l'Union européenne, ça peut faire partie parce que on est au même niveau que les droits de l'homme et la personne à disposer de son corps librement. Donc là, effectivement, parce que ça a été mis sur le même plan que ces problématiques-là en matière de traite des êtres humains. Mais là où il y a une ambiguïté sur le texte quand même, il faudra bien regarder l'application du texte et concrètement ce que ça voudra dire. Parce que est-ce qu'on a interdit la GPA? Ou est-ce qu'on a interdit la GPA dans certains cas? C'est plutôt ça qui est en train de se mettre en œuvre. Parce que je reprends la formule, c'est la fin de la GPA à des fins d'exploitation reproductive. Exactement. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une marchandisation de la démarche, à ce moment-là, elle sera interdite. Mais est-ce qu'on ne pourra pas avoir des associations, comme c'est le cas aux États-Unis, vous avez la possibilité de recourir à une mère porteuse, mais il n'y a pas de lien d'argent, il n'y a pas de transaction financière, mais par contre, il y a la possibilité d'aller au bout d'une démarche. L'ambiguïté est dans cette formulation. Et François-Xavier Bellamy, qui était en chef de file de ce projet, aurait voulu effectivement qu'on dise fin à la GPA tout court et pas fin à la GPA à des fins d'exploitation reproductive. Alors, Jean-Luc Benamias. C'est ça le fond du texte. Moi, j'ai pas eu le temps de lire le texte de bout en bout. Mais je pense que la déclaration européenne telle qu'elle est faite là est une déclaration telle que vient de le dire Alexandre. C'est-à-dire sur pas d'exploitation par rapport à la pratique de GPA. Mais l'interdiction, je vois pas comment un certain nombre de pays qui pratiquent la GPA de manière légale ou de manière informelle, comme en Belgique par exemple, aurait décidé tout d'un coup d'arrêter. Je crois que le texte doit être extrêmement complexe et s'attaque justement à l'exploitation plus comme une marchandise de la GPA. Oui. Christophe Beaugrand, vous savez, qui a écrit un livre sur son histoire. Il a, lui, eu un enfant avec son compagnon. Ils ont eu recours à la GPA. Comme absolument. Il dit il n'est nullement interdit d'avoir recours à la GPA dans un pays où c'est encadré. Il y a même plus qu'une tolérance. Il y a un statut, il y a une circulaire qui permet aux enfants français nés à l'étranger de GPA d'obtenir des papiers français. C'est ce qu'il dit. Et les deux parents que les deux hommes ou les deux femmes sont considérés comme étant les parents légaux. Donc il y a effectivement une forme d'hypocrisie. Je pense que le texte dans l'hypocrisie, je veux dire, soit on va au bout complètement, on l'interdit et à ce moment-là on reconnaît pas les enfants, soit on l'interdit pas, mais on est dans une situation un peu hypocrite. Non, mais interdire le fait de pouvoir faire du commerce avec ça me paraît être pour le coup une bonne idée, et le faire à l'échelle européenne. Comment vous vérifiez? Et comment vous le vérifiez? C'est forcément du commerce. Mais évidemment, ce sera difficile de vérifier, mais en tout cas, ça permet de définir un cadre et ça complexifie les choses. Moi, Andrea, sur le fond du texte, c'est effectivement ce dont vous dites. Maintenant, je ne vois pas quels sont les cas de non-marchandisation. Il y a forcément un échange. Dans 99,9% des cas, un échange, et principalement un échange monétaire. Donc finalement, pour moi, la GPA est de facto une marchandisation. Et puis il y a un autre point, c'est le pouvoir politique. Moi j'entends, mais comment on va interdire la GPA? Comment on peut interdire de réduire l'immigration? Comment on peut interdire les violences aux mineurs? Comment on peut interdire quel est le pouvoir du politique? Est-ce qu'on peut débattre de sujets philosophiques, moraux, éthiques, au-delà de nos étiquettes politiques, mais de se dire, quand on a une décision, bien sûr qu'on peut interdire quelque chose lorsque la nation le décide. L'interdiction, c'est très simple. Le truc, c'est de contrôler cette interdiction, parce qu'une interdiction sans contrôle, c'est juste de l'affichage, et c'est absolument pas efficace. Et c'est bien ce que je reproche moi aux politiques publiques la plupart du temps. C'est de n'être que de l'affichage, on interdit, on donne des bonnes intentions, mais vu qu'il n'y a aucun moyen mis derrière pour contrôler et pour réellement l'interdire, en fait, c'est pas interdit. Qu'est-ce d'autre que de l'affichage? On peut parler du trafic de drogue, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce d'autre que de l'affichage? J'ai pas dit le contraire, parce que j'ai dénoncé une certaine hypocrisie. C'est un essai de réglementation, me semble-t-il. Un essai de réglementation. Bah, écoutez, on verra effectivement comment ça sera appliqué, et on ne peut pas lutter non plus contre un phénomène qui est là et qui existe. C'est surtout que
les enfants, je veux dire, une fois qu'ils sont nés, c'est pas, faut leur donner un statut. On peut pas les laisser comme ça Non, mais là ils ont un statut. C'est-à-dire que la France reconnaît ces enfants nés de GPA. On parle du Royaume-Uni qui donc veut expulser ses demandeurs d'asile vers le Rwanda. C'était un projet qui... Pardon ? En payant en plus, oui, absolument. En fait, ils envoient un signal extrêmement clair à tous les migrants et aussi aux passeurs pour dire voilà, maintenant on a trouvé un moyen de vous renvoyer en Afrique, en accord avec un pays africain, le Rwanda, qui doit trouver aussi son compte dans l'accord parce qu'il y a un achat. Voilà, et puis peut-être aussi parce que ça leur permet peut-être de récupérer un peu de main-d'œuvre, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas regardé de très près le sujet. Mais il y a un point qui m'a quand même interpellé dans le projet, c'est qu'après, là encore, moi, je veux dire, ils veulent le faire, ils le font. Après, on peut porter un jugement de valeur, mais c'est vrai qu'ils ont un problème, ils ne savent pas le résoudre, ils essaient d'envoyer en tout cas un signal fort. C'était le Brexit, la solution, Sophia. Non, c'était pas la solution. Mais le point central de ce texte qui m'a vraiment interpellé, c'est que ils ont décidé qu'ils pourraient, le cas échéant, s'affranchir des règles, des sanctions éventuelles de la CEDH s'il y avait des sanctions compte tenu de leur décision. Parce qu'il y a des recours. Certains disent, moi je veux pas rentrer au Rwanda, donc je fais recours auprès de la CEDH. Eh bien, ils veulent effectivement que la loi nationale prenne le pas sur la loi, entre guillemets, européenne de la CEDH à laquelle ils appartiennent. C'est une première dans les dispositions européennes de dire tout d'un coup, bon, finalement, ce qui nous relie au niveau européen, je peux m'en affranchir parce que la loi nationale est supérieure. Ça va faire votre miel. Mais je pense que c'est le premier d'une longue liste. Andrea Cotarac. Si vous voulez, le fait de sous-traiter comme ça des migrants à un pays, le Danemark aussi sous-traite ses prisonniers étrangers dans des prisons du Kosovo, donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. Nous, c'était pas du tout dans notre programme, puisque nous, on souhaite que les demandes d'asile se fassent dans le pays de départ, ou dans le pays d'à côté, si c'est un pays en guerre. Donc pour nous, on va regarder et analyser les faits, encore une fois, c'est-à-dire c'est bien d'évoquer quelque chose, mais voir comment ça fonctionne. Pour nous, ça n'aurait pas lieu d'être puisque on expulse le clandestin qui arrive et on leur permet de faire des demandes à l'étranger, donc on ne serait pas dans cette situation-là. Et enfin, je pense qu'il y a aussi une vision géopolitique entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Je pense que le président du Rwanda doit beaucoup à la Grande-Bretagne pour diverses raisons et va faire taire, je crois, la guerre dans le Kivu et la responsabilité du Rwanda dans l'ex-Zaïre d'à côté. Donc je pense que le Royaume-Uni joue aussi géopolitiquement en Afrique du Sud-Est. Je vous conseille en passant, c'est sur YouTube et sur le site d'arte.fr, petite enquête, ça dure un quart d'heure, c'est une nouvelle émission sur Arte. Alors vous suivez la journaliste qui fait son enquête directement sur les réseaux et là elle est tombée sur des annonces sur TikTok de passeurs. Il y a des dizaines d'annonces de passeurs qui disent si vous voulez traverser la Manche, contactez-moi. Donc elle a enquêté sur ce passeur, elle a fait des demandes elle-même et c'est entre 1800 et 2500 euros et tout ça est accessible à tout le monde. C'est TikTok. Pardon, j'ai dit une bêtise. Sur TikTok dit faire du ménage. Évidemment, le ménage n'est absolument pas fait. Jean-Baptiste, sur cette question donc d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Encore une solution simpliste à des problèmes complexes. Enfin, je veux dire, la solution pour le Royaume-Uni pour mettre fin à l'immigration, c'était le Brexit. Bon, manque de bol, ça marche pas. C'est pas parce qu'ils ont fait le Brexit qu'ils arrivent à mieux gérer leur immigration, visiblement. Et donc maintenant, c'est un nouvel affichage de les envoyer au Rwanda. Je sais même pas si c'est faisable vraiment. Et effectivement, c'est très anglais, quoi. C'est-à-dire qu'on joue avec les mêmes règles, à condition que ça nous arrange. Si ça nous dérange, on met nos règles en place. C'est ce qu'ils ont fait dans l'Union européenne depuis leur entrée et jusqu'à leur sortie. Donc, on n'est pas tellement surpris, mais enfin, je vois pas comment concrètement un truc comme ça peut s'appliquer. Alors, on va faire quoi? On va faire des camps au Rwanda pour accueillir les gens ils ont commencé à construire. Hein. Bah ouais, non mais c'est effrayant dans le traitement humain des choses. Les gens du Maghreb, vous allez les envoyer au Rwanda. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est complètement aberrant. Emmanuel Macron prône une Europe qui se fait respecter et assure sa sécurité. Et sa souveraineté, effectivement, et c'est un enjeu majeur. Tout ça sont encore des mots. Pour ça, il faudrait revoir pour la souveraineté de l'Union européenne. J'en discutais hors antenne tout à l'heure. Il faudrait revoir les règles de l'Organisation mondiale du commerce et on aurait résolu une bonne partie des problèmes de l'agriculture française et européenne déjà. Merci à tous les quatre. Merci. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.